Alors bonjour tout le monde, très ravie d'être parmi vous et je souhaite aux organisateurs un grand succès pour ces journées. Alors ma présentation va sortir un petit peu des deux thèmes précédents, donc elle va s'articuler autour de la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral ischémique récidivant et la anticellulopation. Que faut-il lui dire sur le risque de récidive quand on ne connaît justement pas la cause? Alors moi j'ouvre juste une toute petite parenthèse par rapport à l'AVC. Quand on reçoit un patient avec un AVC inaugural et on fait l'IRM ou le scanner et vous trouvez des lésions ischémiques silencieuses d'âge différents, on n'est pas finalement dans l'AVC inaugural, on est un petit peu dans la récidive toujours. Alors malheureusement, l'AVC n'épargne aucun âge, aucune classe sociale, aucun pays. Première cause d'handicap moteur, deuxième cause de démence, et la troisième cause de mortalité. Et on recense à peu près un quart de récidive d'AVC ischémique. Alors, à la phase aiguë d'un AVC ischémique, donc la stratégie qui est adoptée, c'est la stratégie FAST pour essayer un petit peu de recanaliser rapidement donc l'artère qui est impliquée. Or, le sujet d'aujourd'hui est plutôt loin de la phase aiguë, plutôt évaluer le risque de récidive pour pouvoir l'éviter tout en essayant de démasquer justement l'étiologie. Alors, l'algorithme de la société américaine LAHA et LASA de 2021 sur le diagnostic positif et la prévention de la récurrence d'un AVC ischémique passe tout d'abord par une imagerie, bien sûr, cérébrale pour poser le diagnostic positif soit sur le scanner, soit sur l'IRM. Puis, l'enquête étiologique va passer en premier par des sources déjà basiques, l'électrocardiogramme, des tests de laboratoire, complétés, comme vous le voyez, par une échocardiographie transthoracique, et c'est une recommandation grade 2A. Puis, bien sûr, accompagné de l'exploration vasculaire, notamment surtout, et ce qui est bien recommandé, excusez-moi. Alors, je reviens sur la diapo. Alors, ce qui est recommandé, donc, c'est surtout les carotides, donc recommandation grade 1, qui va être un petit peu complétée par le transcrânien et le système vertébro-basilaire. Et à la suite de cette enquête étiologique première, on va continuer notre investigation sur le monitoring cardiaque prolongé à la recherche de fibrillation atriale, puis des tests génétiques en bas, et puis des fois une ETO, un scanner cardiaque ou une IRM. Alors, au terme de ce bilan, donc on va aboutir à cette représentation conceptuelle des sous-types d'AVC ischémique. Et regardez, les AVC ischémiques représentent 88% de tous les AVC. Et dans ces AVC ischémiques, vous avez 23% de ce qu'on appelle lacunaire, c'est l'atteinte des petits vaisseaux. C'est l'atteinte des petits vaisseaux et vous avez 77%. Et vous avez 77% de non lacunaires. Dans ces plutôt des lacunaires, pardon. Dans ces lacunaires, vous avez 35% de cardio-embolique et puis 17%, c'est l'athérosclérose des gros troncs artériels. Et puis regardez, vous avez 45% de cryptogéniques ou de causes indéterminées qui vont être départagées en bas entre ESUS et non ESUS, tout ce qui est embolique et non embolique. Alors, c'est là un petit peu le cœur de ma présentation, c'est les AVC cryptogéniques pour pouvoir justement démasquer et s'acharner à faire une enquête étiologique. Alors, l'AVC cryptogénique, en plus d'être fréquent, c'est un sujet pertinent déjà par le risque de récidive après un AVC cryptogénique. Il est considérablement élevé. Une étude sud-coréenne rapporte un taux de récidive d'AVC très élevé d'un tiers à 1 an. Puis une autre étude rapporte 1,2% de récidive clinique à 3 mois et 14,5% de nouvelles récidives, cette fois-ci silencieuses, à 3 mois. Donc, vous concevez un petit peu ces chiffres qui sont effroyables. Alors là, c'est un exemple des AVC emboliques de cause indéterminée après un bilan. Et là, vous remarquez un petit peu le risque de récidive, donc sur la courbe que vous voyez en noir. Donc, un risque qui va de pair en pair avec l'âge ainsi que la mortalité. Et puis, l'AVC cryptogénique est aussi intéressant parce qu'il y a eu la survenue de nouvelles techniques diagnostiques avancées pour pouvoir réduire justement cette proportion de patients cotés, entre guillemets, AVC cryptogénique. Et là, vous avez l'imagerie de la plaque d'athérosclérose par l'IRM multicontrast, l'échographie 3D et n'oublions pas le Doppler transcrânien à la recherche de microemboles et puis le monitoring cardiaque prolongé à la détection de la fibrillation auriculaire paroxystique. Alors moi, je vous propose tout de suite un cas clinique pour s'y mettre dans l'action et être pratique. Une patiente de 47 ans qui avait fait un AVC ischémique sylvien droit, comme vous le voyez un petit peu sur son imagerie, sur le territoire de la sylvienne de droite plus d'1 an. Elle est sortie sous aspirine à 80 mg. Elle n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire particulier ni antécédent familial. Elle revient 1 an plus tard pour une récidive de son AVC avec une parésie brachiofaciale gauche avec dysarthrie qui a duré 20 minutes et son IRM.
démontre donc une image un petit peu sur le cortex frontal droit en avant. Donc finalement, on va se poser la question, quelle est la cause de cet AVC? Donc le premier élément de réponse va nous être fourni par le neuroradiologue qui va un petit peu analyser ce qu'on appelle le pattern de lésions ischémiques sur l'imagerie. Et le neuroradiologue va nous parler d'une lacune qui voit ici, au petit infarctus sous-cortical qui est défini par une lésion ischémique sous-corticale dans le territoire d'une artériole perforante. Donc, le neuroradiologue est pour un AVC plutôt lacunaire. Or, il faut être vigilant par rapport à cette affirmation, car on pourrait avoir une origine artérielle embolique ou cardiaque qui va être piégée dans une artériole perforante ou une sténose intracrânienne distale bloquant l'origine d'une perforante. Alors, pour vous faire part un petit peu de ces patterns qui sont suggestifs d'une étiologie ou d'une autre, pour la source cardio-embolique, vous avez les deux un petit peu en haut. Soit que vous avez une lésion unique cortico-sous-corticale, soit que vous avez de multiples lésions touchant plus d'un territoire vasculaire, soit vous êtes dans le bilatéral, soit vous avez les deux circulations antérieures et postérieures. Ça veut dire que vous êtes au dépend du système carotidien et du système vertébro-basilaire. Or, quand vous êtes dans le pattern suggestif d'une origine plutôt embolique émanant d'une artère, c'est des multiples foyers ischémiques, mais dans un seul territoire vasculaire. Soit vous êtes dans un seul hémisphère, ou vous êtes dans la circulation antérieure ou la circulation postérieure. Alors, si je reviens à ma patiente, le pattern ischémique est suggestif d'une origine plutôt thromboembolique artérielle dans la circulation antérieure droite. On s'est dit tout ça parce que c'est la récidive qui nous a permis un petit peu de soulever cette hypothèse, parce que la patiente, on suppose qu'elle a embolisé dans le territoire où la distalité de l'artère civière et la distalité de l'artère cérébrale antérieure toujours du côté droit, et donc on suggère une origine plutôt embolique artérielle. Alors pour ceci, on va explorer un petit peu les vaisseaux du cou pour essayer de chercher une cause thromboemboligène artérielle. Et quand on avait fait ceci, on avait trouvé une sténose légère de l'artère carotide interne droite qui fait 20% sans autre anomalie significative, mais qui vous paraît un petit peu échogène. Donc, est-elle vulnérable ou pas avec un potentiel emboligène? On va le voir. Puis, on va faire un bilan cardiaque à minima à la recherche d'une source quand même cardio-emboligène. Et ce bilan, avec les choses standards qu'on fait tous, le Holter, le TT et le TO, est revenu négatif. Et puis un bilan biologique à minima, un bilan auto-immun à la recherche d'un syndrome antiphospholipide est revenu aussi complètement négatif. Alors, ma question, quelle est la cause de cet AVC qu'on pourrait dire cryptogénique? Or, à mon sens, il ne l'est plus, parce que le pattern clinique et radiologique suggère plutôt une origine artérielle. Quoique la sténose nous paraît légère, peut-être elle la cause d'embole plutôt cérébrale récidivante. Et la question qui va suivre par la suite, est-ce que la source embolique pourrait-elle être cardiaque malgré qu'un seul territoire vasculaire soit impliqué? Alors pour ceci, nous avons besoin de techniques diagnostiques avancées, notamment l'imagerie un petit peu de la plaque dans le cadre d'une vulnérabilité de la plaque, soit c'est l'IRM, soit c'est le Doppler transcrânien pour essayer de détecter des emboles. Et puis la recherche d'une source cardio-emboligène, en fait, serait peu probable et à rediscuter, notamment la recherche d'une fibrillation et une imagerie cardiaque poussée. Et puis les autres causes seront à discuter suite à cette enquête étiologique primaire. Alors, chez notre patiente, quand on avait fait un Doppler transcrânien, on avait trouvé ce qu'on appelle des hits. Ce sont des signaux là que vous voyez un petit peu en blanc. C'est les signaux qui sont en blanc là, qui sont de haute intensité et qui témoignent de l'existence d'emboles sans préjuger de leur origine. Or, nous avons en présence de cette patiente un pattern clinico-radiologique en faveur d'une origine plutôt vasculaire. Et là, on s'est dit que c'est la plaque carotidienne qui est plutôt vulnérable et emboligène. Et la patiente est sortie avec une association aspirine 75 mg et clopidogrel pendant 3 mois, suivi de l'aspirine seule et de la rosuvastatine à haute intensité et à dose élevée pour essayer de stabiliser la plaque d'athérome. Alors, je reviens à la source cardio-embolique. Certains AVC cryptogéniques sont causés par la fibrillation atriale non diagnostiquée et ça constitue à peu près 10% des AVC cryptogéniques. Et là, quand on détecte la fibrillation atriale, on diminue les récidives de pratiquement 25%, et ceci a fait l'objet d'une étude toute récente qui a été publiée dans le Stroke 2022.
Les recommandations et le dépistage de la fibrillation atriale fait appel à plusieurs outils. C'est des choses que vous connaissez dans les recommandations. Ça va du plus simple vers le plus compliqué. Et il faut interroger aussi les pacemakers à la recherche de ce qu'on appelle les AHRE, qui sont des prédicteurs d'une fibrillation atriale infraclinique. Alors, il y a des études toutes récentes qui ont été un petit peu communiquées tout récemment dans le dernier congrès de l'ESC 2022 à la détection de la fibrillation atriale, notamment l'Apple Heart Study. C'est un petit peu une étude qui avait utilisé les smartwatches, d'accord, de l'Apple pour essayer un petit peu de détecter la fibrillation atriale. 419 000 patients qui étaient recensés et on a pu choper cette fibrillation atriale dans 34% des cas. Et puis une autre étude, mSToPS, qui a été un petit peu conduite sur les 3 ans, cette fois-ci avec le patch ECG. Et on a pu avoir une détection qui est statistiquement significative avec ce patch. La dernière étude, l'étude Danish Loop Study avec le Holter implantable, on a pu détecter 31% de fibrillation atriale. Et c'est des patients qui ont été anticoagulés d'une manière qui était correcte. Alors, j'attire votre attention sur le fait que quand on avait vu un petit peu toutes ces études, la durée un petit peu la plus impliquée pour la fibrillation atriale, ça va de 5 minutes à 6 heures. Donc, vous concevez un petit peu que les durées sont courtes, donc on a besoin de prolonger un petit peu le monitoring pour pouvoir choper ces fibrillations atriales. Alors, est-ce que la question qui va nous interpeller, est-ce que ces smartwatches, est-ce qu'elles sont finalement précises? Alors, on rapporte une sensibilité, une spécificité aux alentours de 80 à 88%. Est-ce qu'on peut vraiment les croire? Les études disent oui. C'est vrai que la précision n'est pas à 100% parce que vous avez une limitation de fréquence cardiaque entre 50 et 150 battements par minute. Alors, quand on a besoin d'un monitoring cardiaque prolongé, quelle est la durée qui est préconisée? Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez des enregistrements précoces, prolongés et répétés, c'est toujours meilleur qu'un seul enregistrement. Et puis, nous avons des prédicteurs déjà cliniques pour dire qu'il y a une fibrillation atriale occulte. Et ces prédicteurs sont surtout quand vous avez affaire à des sujets qui sont âgés. Et puis, quand vous avez deux localisations cérébrales, notamment le cortex un petit peu antérieur et le cortex cérébelleux, qui sont des indicateurs un petit peu puissants ou robustes pour dire qu'il y a une fibrillation atriale occulte. Puis, autre élément, c'est la présence d'une dilatation de l'oreillette gauche, qui est un indicateur très puissant pour dire qu'il y a une fibrillation atriale dessous. Et ça a été l'objet un petit peu de cette grande méta-analyse qui vient d'être publiée dans le STROK 2022. Alors, à la base de toutes ces considérations, un algorithme a été proposé pour intensifier la recherche de cette fibrillation atriale. D'emblée, vous avez besoin de faire les 72 heures, puis qu'on peut compléter jusqu'à une semaine. Et puis, en fonction de votre stratification sur le risque qu'il y aurait une fibrillation atriale ou pas sur les prédicteurs qu'on vient de voir, on peut prolonger un petit peu jusqu'à un mois. Alors, par rapport aux extrasystoles supraventriculaires qui sont des indicateurs indirects un petit peu de la présence d'une fibrillation atriale, ceci a fait l'objet de cette étude, l'étude Ambras-Trial, qui dit à sa conclusion que la présence d'extrasystoles supraventriculaires sur le Holter ECG est un indicateur qui est puissant et indépendant pour la présence d'une fibrillation atriale occulte. Et pour ceci et pour ces extrasystoles supraventriculaires, un algorithme a été proposé à la base du nombre de ces extrasystoles. Quand vous êtes moins de 500 extrasystoles supraventriculaires, plutôt prolongées à 2 semaines. Quand vous êtes au-delà de 500, c'est 4 semaines. Et au-delà de 1000, plutôt proposer un Holter implantable. Alors, l'ESUS est un concept qui émerge depuis des années. Vous avez les principales un petit peu causes qui sont impliquées, les causes cardiaques, la fibrillation atriale, l'embole paradoxale, notamment le foramen ovale. Et puis, n'oubliez pas, les emboles d'origine artérielle, notamment l'arche aortique et les sténoses carotidiennes. Alors, vu qu'on avait soupçonné que l'ESUS aurait une nature plutôt fibrino-cryurique, des études ont été menées avec des anticoagulants oraux directs pour essayer de trouver un petit peu leur efficacité sur ce sujet. Et malheureusement, elles étaient vouées à l'échec et ont commencé à appeler à la révision de cette notion ESUS et que la thérapie recommandée actuellement dans les AVC cryptogéniques reste l'antiagrégation plaquettaire. Et d'ailleurs, les recommandations américaines précisent qu'il ne faut pas donner les anticoagulants et qu'il ne faut pas donner le ticagrelor comme antiagrégant plaquettaire dans cette indication. Donc, un dernier mot pour la fermeture de l'auricule gauche quand on a une fibrillation atriale. Les deux sociétés savantes, qu'elles soient européennes ou américaines, c'est une recommandation grade 2B
après une contre-indication au long terme à l'anticoagulation. Et je vous remercie.